Nous commençons ce dimanche matin avec des nouvelles de dernière minute sur la guerre en Iran. Le président Trump vient d'annoncer le début d'un blocus naval du détroit d'Ormuz. Dans un instant, le président Trump va me rejoindre pour une interview exclusive afin de nous apporter les dernières informations sur la guerre en Iran, puisque les négociations de haut niveau entre les États-Unis et l'Iran se sont terminées sans accord. Ce furent les premiers entretiens directs entre les deux pays en une décennie et le dialogue de plus haut niveau entre eux depuis la révolution islamique de 1979. Les négociations ont commencé samedi et ont duré 21 heures à Islamabad, au Pakistan. Le vice-président J.D. Vance était au Pakistan à la tête de la délégation du ZEWA, accompagné de Jared Kushner et de l'envoyé spécial Steve Witkoff. Alors qu'un cessez-le-feu fragile est en vigueur entre les deux parties depuis mardi, après que le président Trump a accordé à l'Iran 2 semaines de plus pour ouvrir le détroit d'Ormuz ou subir d'autres destructions. Maintenant, le président va mettre en place un blocus naval dans le détroit. Voici le vice-président J.D. Vance après les discussions à Islamabad ce matin. Nous sommes déjà là-dessus depuis 21 heures et nous avons eu plusieurs discussions substantielles avec les Iraniens. C'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous ne sommes pas parvenus à un accord. Et je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour l'Iran, bien plus que pour les États-Unis d'Amérique. En direct par téléphone avec moi maintenant pour nous donner les dernières informations, voici le 45e et 47e président des États-Unis, le président Donald J. Trump. Monsieur le Président, merci d'être avec moi ce matin. Je sais que votre temps est limité et nous apprécions que vous ayez pris le temps d'expliquer cela à notre public. Merci. Merci beaucoup. Merci, Maria. Monsieur le Président, pouvez-vous expliquer ce qui se passe avec le blocus du détroit d'Ormuz? Nous allons mettre en place un blocus. Cela va prendre un certain temps, mais ce sera efficace. Bientôt, et nous avons eu quelques réunions hier. Elles, comme vous l'avez dit, ont duré 21 heures. La réunion a été longue avec J.D. Steve et Jared. Nous étions très bien représentés, mais il n'y a pas eu d'accord sur le point principal. Ils veulent avoir des armes nucléaires, mais ils ne les auront pas. Je le dis depuis 30 ans, je ne permettrai jamais que cela arrive. Jamais. Ce pays n'aura pas d'armes nucléaires. La plupart ne devraient pas être autorisés à en avoir, mais ce pays n'en aura certainement pas. Merci. Monsieur le Président, était-ce la ligne rouge? Pouvez-vous expliquer ce qui s'est dit pendant ces conversations? Que demandèrent les États-Unis à l'Iran et quelle a été leur réaction? Merci. Ils ont réagi de façon intéressante. Au début, c'était faible. Ils semblaient avoir les cartes en main, mais ce n'était pas le cas. Leur armée et toutes leurs forces militaires sont anéanties. L'endroit entier a été détruit. Et comme vous le savez, les niveaux de commandement ont disparu. Ils ont juste disparu. Ils mangent et c'est fini. Tout a disparu. L'endroit entier a disparu. Ils ont quelque chose qu'ils peuvent faire. Ils peuvent dire, nous pouvons poser une mine quelque part. 1, 2 ou 10 mines. Et cela suffira. Avec un navire d'1 milliard de dollars, vous vous diriez, il vaut mieux ne pas être touché par une mine et perdre ou gravement endommager mon navire. Donc, c'est un petit atout qu'ils ont contre lequel la force militaire ne peut rien. Mais vous savez, c'est du chantage. Et ils font chanter le monde. Vous savez, nous ne tirons pas notre pétrole de là-bas. Nous en avons beaucoup. Et comme vous l'avez dit, peut-être que certains ne l'ont pas entendu, mais de nombreux bateaux arrivent en masse aux États-Unis. Ils vont les remplir et partir, chargés du meilleur pétrole disponible, le Light Sweet Crude. Ils auront le meilleur pétrole disponible. Mais c'est intéressant et c'est génial parce que nous avons beaucoup de pétrole. Nous ne recevons rien. Je veux dire, littéralement, l'année dernière, c'était 1%. Nous l'avons fait comme une faveur. Nous n'avons pas besoin du détroit, mais d'autres, oui. Et je te le dis, nous sommes très déçus par l'OTAN. Vraiment déçus qu'ils ne soient pas venus. Maintenant, ils veulent venir et ils veulent t'aider pour le détroit. Et ça ne prendra pas longtemps pour tout nettoyer. Donc nous allons nettoyer le détroit et ils pourront utiliser le détroit très bientôt. Mais nous avons eu une négociation très intense et à la fin, cela s'est terminé de façon très amicale et nous avons obtenu pratiquement tous les points dont nous avions besoin, sauf le fait qu'ils ont refusé d'abandonner leur ambition nucléaire. Et c'est le seul point, honnêtement, pour moi. C'était le point le plus important. Je veux poser une question à ce sujet et à propos de l'OTAN. Mais, Monsieur le Président, vous avez publié aujourd'hui sur Truth Social, nous allons commencer à bloquer tous les navires essayant d'entrer ou de sortir du détroit d'Ormuz et à un moment donné, nous arriverons à une situation où tout le monde pourra entrer et tout le monde pourra sortir.
Alors, dites-nous ce que vous essayez d'accomplir avec ce blocus, monsieur. Tout le monde sortira. Cela s'appelle entrer et sortir. Il y aura un moment où tout le monde entrera et sortira. Ce ne sera pas un pourcentage. Ce ne sera pas un de vos amis, comme un pays allié ou un pays ami. C'est tout ou rien et cela va arriver. Ça ne va pas prendre longtemps. Non, nous faisons juste venir les navires. Nous avons beaucoup de navires, alors nous les faisons venir. Nous pensons que plusieurs pays vont aussi nous aider. Mais nous imposons un blocus complet et nous n'allons pas laisser l'Iran gagner de l'argent en vendant du pétrole à qui ils veulent et pas à ceux qu'ils n'aiment pas. Autrement dit, quoi qu'il en soit, ce sera tout ou rien et c'est comme ça que ça va se passer. Et ce sera, tu as vu ce que nous avons fait avec le Venezuela. Ce sera quelque chose de très similaire à cela, mais à un niveau plus élevé. Monsieur le Président, vous pensez qu'il y aurait une mine là-bas? Ils sont dans un lieu connu d'eux seuls, exerçant un chantage mondial. Comment les États-Unis garantiront-ils le retrait des mines du détroit d'Ormuz? Nous avons déjà des dragueurs de mines là-bas. Nous disposons de modèles sous-marins hautement sophistiqués qui sont les plus modernes et avancés. Mais nous amenons aussi les modèles traditionnels. J'ai compris que le Royaume-Uni et quelques autres pays envoient aussi les leurs. Plusieurs n'ont pas de chasseurs de mines. Pensez-y, ils avaient 28 poseurs de mines. Quel pays possède 28 poseurs de mines? 28 navires pour poser des mines? Quel pays? Ils ont été complètement anéantis. Ils n'existent plus. Alors nous avons détruit toute leur marine. Ils avaient 158 navires et 28 poseurs de mines, tous maintenant au fond de la mer. Tu crois ça? Nous avons fait ça en 4 jours. Leur force aérienne est finie, leur défense antiaérienne aussi. Si tu regardes leur système de défense antiaérienne, tout leur système radar est hors service. La défense antiaérienne a été totalement neutralisée. Ils ont rien. Sais-tu ce qui est triste? Je ne peux pas dire que c'est juste à cause de toi. Nous avons tout détruit. Leurs dirigeants et leur armée sont finis. Tout a disparu. Et il ne reste qu'une fraction des missiles. Nous avons détruit des milliers de missiles et des centaines de sites où ils sont fabriqués, ainsi que différentes parties. Ils ont presque disparu. On dit 82% ou 85%. Qui connaît le chiffre exact? Mais nous en avons fini avec eux. Nous avons détruit leurs usines de drones. Maintenant, ils ont perdu de la puissance et nous avons de nouveaux systèmes anti-drones. Vous avez vu cela? Les balles informatisées, comme on les appelle, et aussi des lasers. Le laser fait fondre le drone. C'est quelque chose de magnifique à voir. C'est impressionnant. Mais réfléchissez, nous avons clairement gagné. Jusqu'à hier, ils disaient non, c'était une annihilation totale. Et en lisant le New York Times, on dirait qu'ils s'en sortent bien. Ah, s'ils se battent si durement, ce n'était pas un combat difficile, c'était un combat très facile, militairement parlant. Mais si quelqu'un annonce « on va poser une mine dans le détroit d'Ormuz », il est difficile de convaincre un armateur possédant un navire d'1 milliard de dollars que nous allons faire un voyage à travers le détroit. Hier, vous l'avez probablement vu, nous avons envoyé 2 destroyers hautement sophistiqués. Magnifiques, tout neufs, en parfait état, en plein milieu du détroit. Personne n'a rien fait contre nous, car nous remontons jusqu'à l'arme. Alors elle revient et élimine les personnes de l'autre côté. Littéralement, en 3 minutes, ils sont neutralisés. La technologie est incroyable. Mais nous ne savons pas s'ils le font ou non, s'ils mettent de l'argent ou non. Ils n'en ont pas parlé hier. Moi, je serais plutôt d'avis d'en avoir quelques-uns. Et je vais te dire, c'était une bonne réunion hier, vraiment une bonne réunion, sauf pour un problème. Et c'est 95%, ils veulent avoir des armes nucléaires. Ça n'arrivera pas. Et c'est un point fondamental. Votre Excellence, Monsieur le Président, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi cela de près, pourriez-vous expliquer en détail pourquoi il a été fondamental pour les États-Unis d'intervenir en Iran? Pouvez-vous expliquer ce qui se cachait derrière cette décision? Pourquoi il était si important d'intervenir en Iran? C'est facile. C'est la question la plus simple jusqu'ici. Non podem ter armas nucléaires. Ils ont le nucléaire. Ils veulent enrichir encore plus ce qu'ils ont déjà. Comme tu le sais, nous avons détruit avec les bombardiers B-2. Si nous n'avions pas fait cela, ils auraient eu une arme nucléaire 1 mois après. En d'autres termes, les B-2, ces magnifiques bombardiers B-2, ont totalement anéanti leurs 3 sites. Ils ont 3 sites. Et maintenant, ils sont profondément enterrés sous terre, comme vous le savez, sous des tonnes de roches. Maintenant, le matériel doit être récupéré. Mais nous avons des caméras là-dessus et des satellites de la force spatiale. Une création essentielle. Nous surveillons chaque aspect de cette zone. Ils ne bougent pas sans que nous sachions exactement ce qui se passe.
C'est très profond et s'il faudrait longtemps pour l'en sortir. C'est une attaque impressionnante. Si nous ne l'avions pas fait, ils auraient eu, un mois après cette date, une arme nucléaire. Avec une arme nucléaire, ils l'auraient utilisée contre Israël et au Moyen-Orient. Ils ont attaqué 5 cibles différentes. Ces pays étaient plutôt neutres, je crois. Je ne sais pas s'ils étaient amicaux, mais ils n'étaient pas en première ligne. Ils ont probablement lancé 1800 missiles sur les Émirats arabes unis. Ils en ont lancé beaucoup sur l'Arabie saoudite et aussi sur le Qatar. Ils en ont lancé sur Bahreïn. Je veux dire, ils sont devenus fous et tout le monde a été surpris. En fait, cela a été bénéfique pour nous, parce qu'ils se sont tous ralliés à nous très vite. Ils allaient soit paniquer, soit s'unir. Ils se sont tous unis et ont beaucoup aidé. Ces pays ont été formidables, y compris le Koweït. Et c'est ça le point principal. Vous sentez qu'ils ne peuvent pas obtenir une arme nucléaire parce qu'ils vont l'utiliser. Et c'est exactement ce que je voulais que vous expliquiez au public. Oui, je pense qu'ils l'utiliseraient en commençant par Israël. Et une arme, vous savez, causerait des dégâts comme personne n'en a jamais vu, pouvant possiblement en décimer une grande partie. Ils n'ont pas besoin d'en avoir plus d'une. Ensuite, ils attaqueront le Moyen-Orient et finiront par venir ici. Tu comprends? Nous ne les laisserons pas faire. Nous avons de grands alliés là-bas. Je vais te dire, ces 5 pays, regarde la relation avec Israël. Regarde le partenariat incroyable que nous avons là-dedans. Et tu sais comment Bibi Netanyahou a dit « Nous sommes le grand frère et ils sont le petit frère ». Et tu sais, ça a été une équipe très efficace, très efficace. En seulement 3-4 jours, l'Iran a été essentiellement éliminé. C'est triste de voir la presse dire qu'ils se battent courageusement. Ils ne se battent pas courageusement. Ils n'ont pas de défense antiaérienne. Et nous pouvons survoler. Nous abattons quand nous voulons et nous détruisons ce que nous voulons. Comme vous le savez, la semaine dernière, j'ai dit que nous envisagions de détruire les centrales électriques et les ponts restants. Nous avons détruit le pont principal parce que nous communiquions bien et qu'ils vont voir la presse. Ils sont excellents en relations publiques, bien meilleurs à cela qu'au combat. Ils vont voir la presse et disent « Le président Trump a dit que c'est bien que nous ayons une arme nucléaire alors que je ne leur ai même jamais parlé. D'ailleurs, ce serait la seule chose que je ne leur dirai jamais. Et ils le savent. » Et ensuite, le New York Times, qui est une imposture, un faux journal. Tout est une imposture. Tu crois le contraire. C'est triste de voir CNN en action. Le New York Times, ABC de fausses informations et NBC de fausses informations. C'est triste de voir ça. Ils diffusent des choses qu'ils savent être fausses. C'est presque de la trahison si tu veux savoir la vérité. C'est presque une trahison. Mais si tu lis seulement le New York Times et leur tirage papier a beaucoup baissé. Oui, ça a beaucoup baissé. Je suis fier de l'annoncer. Mais si tu lis exclusivement le New York Times, tu dirais qu'ils s'en sortent très bien dans la guerre. Ils s'en sortent mal. Je voulais te demander. Ils ne peuvent que dire, peut-être que nous avons des mines. Et si tu as un navire qui veut prendre le risque, personne ne va prendre ce risque. Monsieur le Président, je voudrais vous interroger à ce sujet parce que vous avez publié un tweet qui a vraiment attiré l'attention du pays il y a une semaine, alors que nous attendions tous et observions quelle serait la prochaine étape des États-Unis si les Iraniens ne rouvraient pas le détroit d'Ormuz. Et vous avez écrit ceci sur Truth Social, « Toute une civilisation va mourir ce soir pour ne jamais être ramenée ». Je ne veux pas que cela arrive, mais ça risque d'arriver. Cependant, avec un changement total de régime où des esprits plus intelligents et modérés prévalent, peut-être que quelque chose de merveilleux arrivera. Monsieur le Président, votre tweet a été critiqué. Une civilisation entière va mourir ce soir. Qu'avez-vous à dire à ce sujet et quelles sont les prochaines étapes? Prévoyez-vous plus de destruction? Eh bien, j'accepte cela. Cette déclaration les a amenés à la table, sauf sur un point auquel je pense qu'ils vont renoncer. Je pense qu'ils vont bientôt y renoncer parce que cela ne fonctionnera pas. Nous pensions que nous avions déjà réussi et tout à coup, ils ont dit « Non, nous voulons, mais je crois ». Non, non, et quand je dis ça, mais souvenez-vous, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Pendant des années, j'ai dû les entendre dire « Mort à l'Amérique, n'est-ce pas ?» Ils disent « Mort à l'Amérique, mort à Israël. L'Amérique, Satan. Nous allons détruire l'Amérique, mort à l'Amérique. » Et alors, quelqu'un se plaint-il quand vous dites ça? Je pense que c'est un grand pas en arrière, mort à l'Amérique. Donc, ils ont le droit de dire mort à l'Amérique. Et ce que je veux dire, c'est que lorsque
Et quand je parlerai de civilisation, ce sera très différent, parce que leur armée aura complètement disparu. Elle a déjà pratiquement disparu. Mais leur armée, regardez leurs dirigeants. Nous avons eu un changement de régime parce que les personnes avec qui nous traitions hier étaient franchement très intelligentes, très malignes, très compétentes, vraiment très bonnes. Je pense qu'ils étaient plus intelligents que les personnes d'avant, Khomeini et ce groupe-là. Regardez ce que cela leur a apporté. Regardez ce que leurs manigances ont apporté. Ils ont dépensé des milliers de milliards en armes et nous en avons détruit la plupart. Mais tu sais, quand je parle d'une civilisation, je veux dire qu'elle a vraiment changé. Oui, c'est vraiment arrivé, mais réfléchis-y. Ils ont le droit de dire « mort à l'Amérique »,« mort à ceci »,« mort à je déclare quelque chose », ils disent « quelle importance ». Mais cette déclaration les a amenés à la table des négociations. Et depuis, ils n'en sont plus jamais partis. Je prévois qu'ils reviendront et nous donneront tout ce que nous voulons. Et je dis à mon peuple, je veux tout. Je ne veux pas 90%. Je ne veux pas 95%. Je leur ai dit, je veux tout. Eh bien, et qu'est-ce qu'ils veulent? Rien. Maria, oui. Ils n'ont pas de carte. Leur marine a disparu. Leur force aérienne est finie. Elle a complètement disparu. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de navire. 158 navires sont au fond de la mer. Bien. Bien, nouveau? Le Soleimani, ils en avaient un appelé Soleimani, a été détruit par l'un de nos requins-tigres, par l'un de nos sous-marins rapides. C'est incroyable. Nos forces armées sont très bonnes. Saviez-vous que nos forces armées ont maintenant un taux d'approbation de 94%? Oui. Le Congrès a 14%. Les médias représentent 12%. Au début, les médias avaient 92% d'approbation. Aujourd'hui, ils sont à 14%. J'en suis fier car ils sont malhonnêtes. Monsieur le Président, je vois ce qui vient de se passer concernant nos alliés de l'OTAN qui ont réagi et ne vous ont pas soutenu, vous et les États-Unis, et je vois ce qui s'est passé avec nos alliés du Golfe au Moyen-Orient qui ne veulent plus d'un agresseur dans la région. Vous espérez que ces alliés du Golfe vont vous aider dans ce blocus dans le détroit d'Ormuz? Oui. Quels autres pays? Ils ont commencé. Les États du Golfe sont beaucoup plus proches, donc ils devront peut-être agir, mais ils peuvent aussi rester à l'écart. Mais ils ont commis une erreur en commençant à lancer des missiles contre eux. Et voici le bon côté. Les États du Golfe sont riches et ils ont beaucoup de patriotes. Notre missile Patriot, qui est un missile antimissile, est incroyable. Ils nous ont tiré dessus un jour contre l'un de nos bâtiments, c'est-à-dire le porte-avions Abraham Lincoln. Une des merveilles du monde, l'une des grandes beautés du monde. Ils ont tiré 101 missiles sur un total de 100. Ces choses vont à 2000, plus de 2000 miles à l'heure. Et sur les 101 missiles, 101 ont été abattus comme si de rien n'était et maintenant ils sont au fond de la mer, ou ce qu'il en reste. Pensez-y, 101 missiles tirés en un court laps de temps. Les 101 ont été abattus, donc nous avons le meilleur équipement militaire. Nous avons les meilleurs éléments. Nos forces armées sont de loin les plus puissantes au monde, comme tout le monde le constate, au Venezuela ou dans nos actions en Iran. Et quand je lis, vous savez, les fausses informations qui disent que l'Iran s'en sort bien, ils ne s'en sortent pas du tout. Ils sont en train d'être vaincus. Je pourrais en finir avec l'Iran en un jour. Je pourrais en finir en une heure. Je pourrais détruire toute leur infrastructure énergétique, chacune de leurs centrales électriques, ce qui est très important. Et même si je déteste faire ça, il faut 10 ans pour les reconstruire. Ils ne pourront jamais les reconstruire. Et il y a aussi leurs ponts. J'en ai détruit une juste pour leur montrer, parce qu'ils ont fait une déclaration publique qui n'était pas vraie. Ils l'ont admis. J'ai dit, je vais faire tomber un pont et le détruire, ce qui a réglé la situation. Maintenant, ils se sont très bien comportés. Mais en seulement une demi-journée, il ne resterait plus un seul pont debout. Il n'y aurait plus aucune centrale électrique en fonctionnement. Et ils reviendraient à l'âge de pierre. Je préférerais ne pas faire ça. Mais je crois vraiment qu'ils vont s'asseoir à la table pour négocier. Parce que personne ne peut être assez stupide pour vouloir avoir des armes nucléaires sans avoir aucun atout dans sa manche. Ils n'ont aucun atout. Alors, s'ils ne renoncent pas à cet effort, c'est ça le plan? Vous allez détruire encore plus l'Iran? Oui, je le ferai s'ils ne renoncent pas à leur plan. Je n'ai rien contre toi, Jerry. Nous voulons ouvrir le détroit, mais les navires arrivent déjà aux États-Unis. Je veux dire, regardez, j'ai invité tout le monde. C'est très bien. Parlez. Chef, puisque vous avez mentionné ce poste à propos de centaines de superpétroliers se dirigeant vers le golfe de l'Amérique pour acheter du pétrole et du gaz américain, que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Eh bien,
Avant, c'était le golfe du Mexique et maintenant, on l'appelle le golfe de l'Amérique grâce à moi. C'est l'un de mes petits projets parallèles et c'est un grand honneur. Les gens sont très heureux. En Louisiane, en Floride et au Texas, ils en sont très honorés. J'avais l'habitude de dire, pourquoi ça s'appelle le golfe du Mexique alors que nous avons 93% de la côte? Et 93% de la côte appartient aux États-Unis. J'ai dit, je pense que je vais changer pour golfe de l'Amérique. Beau nom. Et je l'ai changé. Et je donne beaucoup de crédit à Google parce qu'aussitôt que j'ai déposé les papiers, je l'ai fait. Google Maps, une fois que Google Maps a changé, tu sais, c'était réglé. L'affaire était classée. Mais nous avons eu des procès, nous avons perdu, nous avons tout gagné. Et maintenant, c'est le golfe de l'Amérique dont je suis très fier. Et tu attends des super pétroliers? Je peux te dire, je pensais à l'appeler le golfe Trump. Et j'ai décidé de ne pas le faire. Je pense que c'était peut-être une décision sage. Je pense que ça n'aurait peut-être pas marché. Je n'en suis pas si sûr, tu devras me le dire. Je me suis dit, ça va s'appeler le golfe de Trump. Et puis je me suis dit, tu sais quoi, ça ne passera pas très bien. Moi? Je pense que c'est toi. C'est toi, tu sais que je plaisante. Oui, le président plaisante. Ce sera un gros titre. Les fake news feront les gros titres demain. Et qu'en est-il des exportateurs de pétrole? Dites-moi plus, car vous attendez des super pétroliers vides vers le golfe du Mexique, la Louisiane et le Texas. Ils arrivent. Eh bien, ils vont aller au Texas. Ils vont longer toute notre côte. Nous avons les plus grands ports et ils vont partir. Souvenez-vous de cela. Et c'est vraiment impressionnant. C'était mon moment où nous étions là. Quand j'ai pris mes fonctions, nous étions en 3e ou 4e position dans le domaine de l'énergie. Et nous faisions exactement cela. Pétrole, gaz et autre chose. Maintenant, nous sommes plus grands que l'Arabie Saoudite. Pensez-y. Et nous sommes plus grands que l'Arabie Saoudite. Ajoutez l'Arabie Saoudite à la Russie et ajoutez un autre pays là-dedans. Celui que vous voulez. Nous sommes plus grands que tous réunis. Pensez-y. Tout cela, c'est grâce à Trump. Et quand Biden a hérité de ce système, il l'a changé. Ensuite, il a essayé de revenir en arrière parce que le prix du pétrole augmentait. Vous savez, vous vous souvenez que ça montait de 7, 8 dollars, etc. Voyez-vous, nous devons encore mettre fin à cette menace nucléaire. Les gens dans notre pays ont du pétrole, mais d'autres pays sont en train d'être lésés. Je suis impressionné par le détroit vers le Japon. D'où tirent-ils 93% de leur pétrole? Vous savez, le Japon, la Corée du Sud obtient 45% de son pétrole. Ces gens ne nous ont pas aidés. Je demande, allez-vous aider? Et vous savez, nous avons 45 000 soldats et 50 000 respectivement dans ces deux endroits. 45 000 et 50 000 soldats. Nous les gardons et les protégeons. Et quand nous avons besoin d'un peu d'aide, ils ne nous aident pas. Quand nous avons demandé de l'aide à l'OTAN, ils ne nous ont pas aidés. Et nous payons, je ne sais pas si vous avez vu, 900 milliards de dollars, presque 1000 milliards de dollars. En route vers l'OTAN, en peu de temps pour les protéger de la Russie. Et quand nous sommes arrivés là-bas, et Biden, moi je n'aurais pas fait ça. Vous n'auriez pas eu le problème de l'Ukraine. La Russie n'aurait jamais attaqué l'Ukraine. Mais avec Biden, un président incompétent, il a été terrible. Écoutez, l'élection a été truquée. Vous et moi le savons. Tout le monde le sait maintenant. Tout est désormais public et ça continue. Concernant Biden, regardez ce qui s'est passé. Quand il était président, c'est une guerre qui n'aurait jamais eu lieu. La Russie attaquant l'Ukraine. Oui. Et en fait, j'ai mis fin à 8 guerres, y compris celle du Pakistan. Le Pakistan allait très bien hier. Ce sont eux qui ont vraiment facilité la réunion. C'est ça. Ils ont remercié. Ils disent toujours « Allons faire la guerre contre l'Inde ». Et comme l'a dit le Premier ministre, entre 30 et 50 millions de personnes seraient mortes. Et j'ai mis fin à cela. J'ai dit « Si vous entrez en guerre, nous ne ferons aucune affaire ». Bien. Et croyez-le ou non, j'ai mis fin à la relation à cause des tarifs douaniers. La Cour suprême ne m'a pas épargné. Déjà? D'accord. Est-ce que tout cela sera suffisant? Le blocus dans le détroit, l'augmentation de la capacité aux États-Unis pour... Non, ça suffit? Pour réduire le prix du pétrole et du gaz, monsieur? Eh bien, cela va arriver, ça finira par baisser. Maintenant, il se peut que cela ne se produise pas immédiatement, mais ça finira par descendre. Quand tout cela sera terminé, voyez-vous, le marché boursier, le Dow a atteint 50 000. C'était prévu dans 4 ou 5 ans. On disait que ce ne serait pas pendant son mandat, mais ce sera peut-être dans 4 ou 5 ans. C'est arrivé à 50 000 dès ma première année. Tu le sais mieux que quiconque, n'est-ce pas? Tu couvres ça mieux que quiconque. Le S&P a atteint 7 000 dès ma première année, même avant ma première année. Tu le sais. Et je me suis dit, ça y est, on y va. Je dois empêcher ce pays d'avoir une arme nucléaire. Tu veux voir le marché boursier chuter? Si des bombes nucléaires sont lancées sur nous ou, honnêtement,
n'importe où, là, tu verras vraiment le marché chuter. Donc, le marché boursier n'a presque pas chuté. Il a chuté un peu, bien moins que ce que j'imaginais. Et honnêtement, l'essence n'a pas non plus augmenté autant que je le pensais. Mais, indépendamment de cela, même si cela arrivait, nous devons empêcher ce groupe de personnes. Et encore une fois, c'était pire, parce que Khomeini était un véritable, vous savez, radical. Oh, toi, gentil maniaque. C'était un maniaque, et vous ne pouvez pas les laisser avoir une arme nucléaire. Donc j'ai la meilleure économie de tous les temps. Tout va très bien. Et je dis à mes conseillers, désolé les gars, nous sommes dans une excellente situation. Mais nous devons faire un petit voyage en Iran pour les empêcher d'avoir une arme nucléaire. Ils ont tous dit, nous sommes d'accord. Alors, tu crois que le prix du pétrole et du gaz sera plus bas avant les élections de mi-mandat? J'espère que oui. Je pense que ça restera pareil ou un peu plus élevé, mais ça devrait rester similaire. Je ne pense pas que cela durera beaucoup plus longtemps. Ils sont finis, Maria, ils sont finis. Tu ne peux pas. Tu n'as pas droit à une chance équitable. Nous avons besoin d'une presse libre et juste dans ce pays. Je ne sais même pas pourquoi les gens feraient ça. Parce qu'ils diraient à quel point ils s'en sortent bien militairement. Ils s'en sortent tellement bien. Ils sont complètement... Le pays est détruit. Nous avons perdu un avion. Et nous avons capturé les 2 pilotes. Et le fait qu'on ait sauvé ces 2 pilotes. Incroyable! Aucun autre pays ne peut faire cela. D'habitude, quand ça arrive, les pays disent adieu et déclarent que vous avez de la chance, car vous allez devoir vous enfoncer très loin là-dedans. Vous savez, c'était environ 7 heures de vol, juste pour que je puisse y arriver. Et les chercher. Nous étions dans l'une des zones les plus difficiles, l'une des plus dangereuses du monde, et nous avons réussi à récupérer les 2. Waouh! Extraordinaire. Et Dieu merci pour notre armée. Et je sais que vous avez reconstruit les forces armées. Monsieur le Président, avant votre départ, c'est vous qui avez mené la campagne de pression maximale contre l'Iran lors de votre premier mandat. La campagne de pression maximale va-t-elle reprendre? Vous les avez considérés comme les principaux parrains du terrorisme. Et je dois vous interroger sur tous ces efforts et leur impact sur la Chine. Ce que vous avez fait au Venezuela, en Iran, et même vos commentaires sur Cuba. Quelle est la position de la Chine avant la rencontre avec Xi Jinping le mois prochain? Bien sûr. Eh bien, dans le cadre de la campagne de pression maximale, on ne peut pas faire plus que le maximum. Nous avons pratiquement détruit leur pays. La seule chose qui reste, c'est l'eau. Ce serait dévastateur de la frapper. Je détesterais faire ça. Mais c'est l'eau. Les usines de dessalement et les centrales électriques, qui sont très faciles à attaquer. Nous pourrions les frapper. Nous pourrions tout mettre à terre. Et je dis vraiment tout mettre à terre, au point que vous seriez sans électricité pendant 10 ans, parce qu'il faut 10 ans pour construire ces usines. Les usines à partir de zéro, vous ne pourriez probablement jamais les reconstruire. Et les ponts? Alors c'est ça, c'est vraiment la seule chose. Il nous reste encore quelques usines de missiles, et nous savons exactement où chacune se trouve. Nous allons le faire, à part ces quelques éléments qui restent. Je pense que j'ai pratiquement atteint ma limite. Tu es très très violent et cruel. Je n'aimerais pas t'avoir contre moi. Je te le dis, comme je l'ai dit, je pense que nous avons déjà atteint la limite. Juste ces éléments. Et il reste encore quelques usines. Nous avions encore une semaine pour finir le reste des usines, mais nous étions en train de finir rapidement. Dans le cas de la Chine, elle peut envoyer ses navires chez nous, et aussi directement au Venezuela. Nous leur avons dit, achetez au Venezuela. Nous avons beaucoup de capacités excédentaires à vendre, probablement à un prix plus bas. J'entretiens une très bonne relation avec le président Xi de Chine et nous collaborons bien. Et il nous paie une bonne somme. Comme tu le sais, nous n'avions jamais reçu d'argent auparavant. Tu sais, j'entends ce Gordon Chang. Il n'a aucune idée de ce dont il parle. Nous avons été très durs avec la Chine. Durs, mais juste. Et tu sais, c'est un endroit incroyable. Mais j'ai une très bonne relation avec la Chine. Et eux aussi. Pendant mon mandat, j'ai imposé d'énormes tarifs douaniers. J'ai taxé à 100% les voitures chinoises, ce qui détruit l'Europe. Ils sont en train de ruiner l'Europe en prenant des parts de marché à des marques comme Mercedes et BMW. Nous n'avons pas de voitures chinoises ici, parce qu'elles auraient détruit General Motors et Ford. Elles auraient anéanti ces entreprises. Alors j'ai imposé une taxe de 5% et pour être juste, Biden l'a maintenue, ce qui est surprenant. C'est pratiquement la seule chose qu'il a bien faite. Et il a laissé continuer. Comme ça, nous n'avons pas leurs problèmes. Vous savez, l'Europe a de graves problèmes économiques en raison de l'invasion des voitures chinoises. Nous n'en avons pas? Mais Monsieur le Président, pour être clair, vous avez dit que tout pays qui soutient l'Iran et envoie du matériel militaire.
sera confronté à une taxe de 50% s'il essaie. Ces produits, vous faisiez référence à la Chine. Oui, d'autres aussi. Oui, la Chine également. Si on découvre que la Chine est impliquée, j'entends des reportages, mais cela ne signifie pas grand-chose pour moi. Concernant la Chine qui fournit des missiles tirés à l'épaule, ce qu'on appelle des missiles portables, des missiles antiaériens, je doute qu'ils feraient cela, parce que j'ai des relations avec eux. Et je pense qu'ils ne feraient pas cela. Mais peut-être qu'ils l'ont fait un peu au début. Mais je ne pense pas qu'ils le feraient encore. Non. Mais si nous les attrapons en train de faire cela, ils recevront une taxe de 50%, ce qui est exorbitant. C'est une somme impressionnante. Et vous aimeriez dire quelque chose à propos de nos alliés de l'OTAN, en ce qui concerne ce qui les attend, puisque, oui, je veux dire, ne devraient-ils pas qualifier l'Iran de principal soutien étatique au terrorisme? Que ferez-vous puisqu'ils n'ont pas aidé? Eh bien, l'OTAN est honteuse. Je veux dire, moi. Ah, je n'ai pas exagéré là-dessus. Nous n'avions pas besoin d'aide, je dirais. S'ils veulent t'aider, parfait. Sinon, ce n'est pas grave. Ils ont répondu qu'ils préféraient ne pas le faire. Ils n'étaient pas là pour nous. Si j'avais insisté, peut-être qu'ils seraient entrés. Mais ils l'auraient fait à contre-cœur, vraiment à contre-cœur. Et ils seraient restés loin derrière. Non, je suis très déçu. Je veux dire, regardez le Royaume-Uni. J'aime le Royaume-Uni. C'est vous savez, il est né en Écosse. Et j'adore ça. Mais Monsieur Starmer, le Premier ministre Starmer a dit, nous enverrons l'équipement après la fin de la guerre. J'ai dit, vous avez besoin d'équipement avant ou pendant la guerre, pas quand elle sera terminée. Il a déclaré publiquement que nous n'enverrions qu'après la fin de la guerre. C'était comme... Ça ressemble à une déclaration du genre Neville Chamberlain. Et avec l'Allemagne, c'est vraiment exactement la même chose. Ele disse, nós não começamos. Ça, nous les avons aidés avec l'Ukraine. Cela n'arriverait jamais sous ma présidence. Nous aurions eu des problèmes avec la Russie et avec l'Ukraine, mais le président était incompétent. L'Allemagne a dit qu'elle a exigé fermement que la guerre cesse. Plus important encore, il a dit, nous n'avons pas commencé la guerre. Eh bien, nous n'avons pas commencé la guerre en Ukraine, mais nous avons aidé. Biden a donné 350 milliards de dollars. Je ne dis rien. Je vends des choses à l'OTAN et ils font ce qu'ils veulent. Je pense qu'ils livrent à l'Ukraine, mais je vends au prix fort. Oui, nous vendons à l'OTAN et ils en font ce qu'ils veulent. Réfléchis bien. 3 milliards de dollars, les Allemands ont trouvé ça mauvais. Mais comme toutes les autres sont, non, nous devons réexaminer l'OTAN parce qu'ils n'étaient pas là pour nous. Et laisse-moi te dire une chose, depuis plus de 25 ans, ils n'étaient pas là pour nous. Et ils ne seront pas sans. Ils n'étaient pas là pour nous. C'est juste une opération militaire. Ce n'est pas difficile. Nous sommes plus forts. Nous avons reconstruit les forces armées lors du premier mandat et je m'en sers au second. Nous avons les meilleures forces armées du monde. Maintenant, je vois que j'avais raison de dépenser tout cet argent pour l'armée. Nous avons les meilleurs. Forças armadas do mundo. Temos os melhores équipements du monde. C'est impressionnant ce que nous avons accompli. Regarde le Venezuela. Nous agissons. Tout va bien avec le Venezuela. C'est un excellent moment pour l'avoir. Et d'ailleurs, le Venezuela. Il génère beaucoup plus de capital que jamais et nous participons activement à ces profits. D'accord, Monsieur le Président. Nous respectons votre temps. Je sais que vous êtes très occupé et que la deuxième partie de cette interview aura lieu cette semaine à la Maison-Blanche. Merci pour votre appel et les nouvelles de ce matin. Nous nous verrons la semaine prochaine dans le bureau ovale pour poursuivre notre entretien sur d'autres sujets. Questions et impact. Economia. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Maria. Obrigado.